Premier cas confirmé d'Ebola au Mali, il s'agit d'une fillette venue de la Guinée. Le projet de loi portant convocation d'un référendum au Burkina Faso sera examiné le 30 octobre prochain. 98 députés sur 127 ont voté pour que le sujet soit à l'ordre du jour. Réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce à quoi s'engagent les dirigeants européens réunis à Bruxelles. Ravi de vous retrouver sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Mali a donc enregistré son premier cas confirmé d'Ebola, une fillette venue de la Guinée voisine. La malade a aussitôt été placée en quarantaine dans l'ouest du pays et ses proches sont sous surveillance. Plus de précisions dans ce reportage. La petite fille, âgée de 2 ans, est originaire de Caille dans l'ouest du pays. Elle revenait de la Guinée. Après avoir perçu les premiers symptômes, fièvre et saignement de nez, sa famille a d'abord consulté un voisin infirmier qui a immédiatement indiqué le chemin de l'hôpital. La cellule d'urgence nationale jointe, l'alerte a été donnée. Le prélèvement sanguin effectué, les résultats ont confirmé que la petite fille était bien porteuse du virus Ebola. Sans coup férir, l'enfant malade et les personnes qui ont eu un contact avec elle ont immédiatement été identifiées et prises en charge selon les normes requises en la matière. Un premier cas importé de maladie à virus Ebola sur le sol malien que les autorités affirment gérer avec assez de circonspection. À travers un communiqué largement diffusé, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter la propagation du virus et en appelle au calme et à la sérénité des populations. En avril, le Mali avait enregistré quelques cas suspects, mais les analyses avaient exclu la contagion au virus Ebola. À ce jour, la fièvre hémorragique virale a fait près de 5000 morts sur environ 10 000 cas enregistrés dans 7 pays, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, et le cycle infernal n'est pas prêt de s'achever. Il faut dire que le virus Ebola crée la panique dans le monde, mais il faut reconnaître qu'il existe des survivants à cette épidémie. En Ouganda, par exemple, ils partagent leur expérience. Pendant ce temps, le pays reste en alerte rouge face au virus. L'épidémie d'Ebola a ravagé l'ouest de l'Afrique avec plus de 4500 morts. Mugerwa habite en Ouganda, un pays qui n'est pas encore touché par le virus, et pourtant il connaît trop bien les symptômes de la maladie. Contaminé par son frère en 2012, il a passé 1 mois à se battre pour survivre. J'avais du sang qui sortait de plein d'endroits de mon corps. C'était affreux. À l'époque, j'étais avec un membre de ma famille. Ils m'ont tout de suite conduit à l'hôpital Moulago où le personnel soignant a pu m'aider. Toute sa famille a été touchée, sa femme, son frère, sa sœur et sa belle-sœur sont décédés. Il vit aujourd'hui avec sa mère, profondément affectée par cette tragédie. Mugerwa est chanceux d'être en vie, mais la maladie l'a ruiné financièrement. Quand j'étais malade, j'ai dépensé toutes mes économies pour me soigner et soigner ma famille. J'ai même dû emprunter de l'argent à mes amis. Quand je suis revenu de l'hôpital, j'ai dû vendre tout ce que j'avais pour rembourser mes amis. Une fois soigné, Mugerwa a été rejeté par sa communauté. Il a dû faire appel à des médecins pour assurer la population et expliquer qu'il n'était plus malade. People in the area, first they thought it was from the witch doctors. Au début, les personnes pensaient que les malades avaient été ensorcelés. Ils les amenaient chez des sorciers pour les soigner. Nous ne savions pas que c'était Ebola. To see that they can be treated from there. So we didn't know that it was Ebola. À l'hôpital de Moulago, à Kampala, les médecins sont en alerte au cas où les virus reviendraient. Je ne fais pas peur aux gens, mais je dis la vérité. Les derniers cas d'Ebola dans le pays remontent à 2012. En septembre, 5 personnes ont été suivies de près par les médecins suite à un décès. Ce n'était pas Ebola, mais le virus de Marburg, une fièvre hémorragique voisine d'Ebola. Pour Mugerwa, le risque de retour du virus ravive des souvenirs douloureux.
Les Botswanais ont commencé ce vendredi à voter pour les élections législatives. Ces élections devraient reconduire au pouvoir le parti qui dirige ce pays d'Afrique australe depuis 1966. Ceci malgré une poussée de l'opposition qui dénonce le chômage et les effets de la crise mondiale. Très tôt ce matin, le président Ian Khama a voté dans la matinée dans son village rural de Serowi, dans une zone semi-désertique à 300 km au nord de la capitale Gaborone. Doublant la file d'attente, il ne s'est pas attardé pour saluer ses sympathisants. Il a déposé son bulletin dans l'urne et a rapidement quitté les lieux. Ces élections législatives étaient très attendues dans le pays. Elles devraient reconduire au pouvoir le parti qui dirige ce pays d'Afrique australe depuis 1966. Le président était accompagné de son jeune frère, Tchekedi Khama, ministre de l'Environnement, de la Nature et du Tourisme. Le poste est important dans ce pays, plus vaste que la France, mais peuplé de 2 millions d'habitants seulement, où le tourisme dans les parcs naturels représente une importante source de devises en complément des revenus de l'extraction de diamants, la vraie richesse nationale. Près de 824 000 électeurs sont appelés à choisir les députés de cette ancienne colonie britannique, aujourd'hui considérée comme l'une des démocraties les plus apaisées et les moins corrompues du continent. Le Parlement élira ensuite le chef de l'État conformément à la Constitution et les analystes ne doutent guère que Ian Khama entamera à 61 ans un second mandat malgré une poussée de l'opposition qui dénonce le chômage et les effets de la crise mondiale. Rendons-nous maintenant en Haïti où des partisans de l'opposition ont défilé hier jeudi dans les rues de Port-au-Prince. Ceci pour demander la libération de manifestants arrêtés au cours d'une manifestation la semaine dernière. C'était à l'occasion de la commémoration annuelle de la mort de Jean-Jacques Dessalines, assassiné en 1806, 2 ans après l'indépendance du pays. Précisons que pouvoir et opposition s'affrontent en Haïti depuis des mois. Les élus de l'opposition ont refusé d'adopter une loi permettant l'organisation d'élections car ils craignent que les scrutins ne soient manipulés par le pouvoir en place. Le Premier ministre Laurent Lamotte avait promis début octobre 2014 que les élections législatives se tiendraient dans le pays le plus vite possible. Une autre information, en bref, le projet de loi portant sur la convocation d'un référendum sera examiné le 30 octobre prochain, a annoncé hier l'Assemblée nationale burkinabé. 98 députés sur 127 ont voté pour que ce projet de loi, très controversé d'ailleurs dans le pays, déposé mardi par le gouvernement, soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 30 octobre à 16h GMT, a déclaré en plénière le président de cette institution, Apollinaire Ouattara. La majorité souhaite modifier l'article 37 de la Constitution burkinabé qui, en l'état actuel, interdit au chef de l'État de briguer un nouveau mandat à la présidentielle de 2015. Selon le projet, le président du Burkina Faso sera élu sur 5 ans au suffrage universel direct, égal et secret et rééligible 2 fois si le test est adopté contre une actuellement. Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1987, a déjà effectué, rappelez-vous, 2 septennats. Il terminera fin 2015 son 2e quinquennat. Nous passons à un autre élément. La police préparait dans la nuit de jeudi à vendredi l'assaut d'une maison en banlieue de Tunis, endroit où des hommes armés se sont retranchés avec des femmes et des enfants. Une situation qui intervient alors que la Tunisie craint des attaques djihadistes avant les élections du dimanche prochain. Des tirs et des explosions retentissaient sporadiquement encore la nuit dernière dans la banlieue ouest de Tunis de Oued El-Il. Des policiers sur place ont expliqué qu'il s'agissait de mesures d'intimidation envers les hommes armés. Alors que le gouvernement a de son côté dénoncé l'utilisation de boucliers humains, un gendarme a été tué par balle et un autre blessé dans la matinée. Les autorités n'ont pas donné d'indication sur l'identité des suspects ou sur le groupe auquel ils appartiendraient. Mais elles ont rassuré que les opérations sont en bonne voie. Les négociations continuent depuis ce matin.
et nous avons utilisé toutes les méthodes. Nous avons ramené les familles des terroristes. Mais l'opération sera terminée dans les heures qui viennent. Il faut noter que ces violences interviennent à 3 jours des élections législatives qui sont cruciales pour la stabilité du pays. Les ministères de la Défense et de l'Intérieur ont mis en garde contre des éléments terroristes qui chercheraient à entraver ces scrutins et le gouvernement a prévenu de déployer des dizaines de milliers de soldats et de policiers le jour de vote. Soulignons que la Tunisie connaît, depuis la révolution de janvier 2011, une recrudescence d'attaques attribuées à la mouvance djihadiste, dans lesquelles plusieurs dizaines de membres des forces de l'ordre ont été tués et 2 figures de l'opposition aux islamistes assassinées. Les dirigeants européens se sont engagés ce vendredi à réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici 2030. C'est ce qu'on peut retenir des négociations ardues qui ont démarré hier à Bruxelles entre les dirigeants européens. Ils sont réunis pour tenter de boucler leur plan d'action sur le climat. Réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici 2030, objectif ambitieux. Cependant, les dirigeants européens s'y engagent dans le but de mettre l'Europe en position de leader mondial. L'accord a été obtenu à l'issue de discussions ardues qui ont duré près de 8 heures à Bruxelles. C'est un bon accord. Comme tout bon accord, c'est un compromis. Il a fallu du temps, beaucoup de temps. Et je veux remercier tous les pays qui y ont contribué, c'est-à-dire les 28, car ils n'étaient pas dans la même situation. Je peux dire en conclusion que je suis très satisfaite. Vous savez qu'il y a eu de très longs débats et vous savez que pour certains pays, cela a été plus difficile que pour d'autres. En dehors du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, les 28 chefs d'État et de gouvernement se sont aussi entendus sur 2 autres objectifs. Porter la part des énergies renouvelables à 27% de la consommation et faire 27% d'économie d'énergie par rapport à 1990. Pour l'Europe, c'est aussi une vision de son avenir énergétique, de son avenir industriel, et aussi de son avenir en termes de mode de vie. Avoir une autre conception de la consommation de l'énergie, des modes de transport, des modes de consommation ou des modes de production. Et c'est aussi une forme d'économie du bien-être que nous sommes en train de préparer. Quoi qu'il en soit, le nouvel accord européen sur le climat ne fait pas que des heureux. Pour les amis de la Terre, les objectifs sont bien en deçà de ce qui pourrait être fait par l'Europe pour combattre le changement climatique. Une action insuffisante de la part des pays les plus riches fait peser le fardeau sur les populations les plus pauvres, les plus affectées par le changement climatique et les moins responsables de cette crise. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Sika TV.